litres, 3 litres et demi par jour. Bisous. Il va rhabiller 6-7 fois par la nuit. Tiens, on va faire une boule. Et l'autre aussi est noté. Ouais, et l'autre aussi est noté. Je vais te montrer les Bon, genoux. plus que le pack, dès que je me lève, je le sors, je le mets sur l'escalier. C'est vrai, vous êtes en toilette. Ils ont maigri les genoux, ouais. Oh, c'est pas bien vu avant. Oh, il était bas. Allumé. Moi, c'est pour les femmes, enfin, pour la reprise du Demi-jeûne, demi-jeûne. oui, oui. Faut manger comment? Parce que on n'a pas forcément faim tous les 2 heures. On fait comment? On attend la fin? Non, si vous allez attendre la fin, vous allez attendre 2 Bah, semaines. c'est ça. Non, vous mangez quand même toutes les 2 heures la toute petite pomme que je vous ai donnée. Mhm. Et je donne des pommes pour la bonne raison, comme je le répète, que ça balaye les intestins. Mhm. Et qu'ils ont besoin d'un bon balai. Mhm. Que si je vous donnais des oranges, je ne peux pas vous donner toute la journée des oranges, c'est trop facile. Ah non, bien sûr. Et puis, si je vous donne des poires, il n'y a pas de cellulose, ça ne balaye rien du tout. Mhm. Et puis, le kiwi, c'est la même chose. Mais quand je dis faim, c'est pas faim de pomme ou faim d'autre chose. C'est faim, la faim. Enfin, Oui. envie de Non. manger. Non, n'attendez pas la fin Mhm. pour manger ce que je vous donne, Mhm. parce que vous avez lu Shelton sur, Oui. sur le jeûne. Mais c'est ça, je vois d'où vient l'idée de la faim. Shelton, il aime tout ce qui est parfait. Ah oui. Comme Burgers, il aime ce qui est parfait. Alors Burgers s'imagine que l'instinct est parfait, on peut le suivre. Eh bien non, il est dépravé. Et Shelton pense aussi que l'instinct de la faim marche bien, il est parfait, mais il est détraqué. Votre instinct de la faim est détraqué. S'il fallait attendre que les gens aient faim pour couper leur jeûne, je ne couperai le jeûne à personne, ou presque personne. Et j'ai la preuve de ce que je vous dis. La doctoresse Vetrano, qui a secondé Shelton pendant 15 ans, elle a écrit dans l'un de ses articles, vous imaginez, en 15 ans, combien de gens elle a surveillé, hein, environ une trentaine à la fois, par jour. Mais j'estime ça peut-être 7-8 000 jeunes heures. Hein. Elle a dit que ceux qui ont atteint, et elle faisait jeûner à la manière de Shelton, c'est-à-dire que des gens qui, illimités, hein, 20, 30, 60 jours, comme Shelton, pareil. Elle n'a pas changé un iota de sa méthode. Elle a dit que le nombre de gens qui ont réussi à avoir la faim à la fin de leur jeûne ne dépassait pas 5 ou 6. Une seule main, elle a dit, et 5 ou 6. Alors 5 ou 6 sur 8000, on ne peut pas faire une règle générale là-dessus. Moi je dis que l'instinct de la faim de la plupart des gens est dépravé, détraqué. Shelton dit il est détraqué seulement dans les cas mentaux, c'est-à-dire les malades mentaux. Moi je pense qu'il est détraqué chez presque tout le monde. Et puis on ne sait pas laquelle est la vraie faim, laquelle est la fausse faim. J'ai beau mettre des tableaux. Parce que Oui. vous, dans vos livres, vous le mettez en premier lieu toujours. Dans vos consignes, vous mettez respecter la faim aiguë. Alors, Mais ce sont des consignes pas de jeûne, ce sont des consignes de Oui, régime. mais je pensais C'est que pas c'était- pareil. Ah bon. Ah non, c'est tout à fait différent. Ah, d'accord. Lorsqu'on mange et qu'on retarde le repas de 1 ou 2 heures ou qu'on le saute, on a faim. Mais lorsqu'on jeûne, la faim disparaît au bout de 1 ou 2 ou 3 jours. Normalement, au bout d'un jour, on n'a plus faim, c'est fini. Et elle revient plus. Elle revient plus. Que si on la force finalement. Que tiens, il faut bien la forcer un jour ou l'autre, sinon, hein, j'aurai 40 morts sur les bras après. On ne peut pas. Non. Alors, il est un peu dogmatique, Shelton. Il a peur de céder sur quelques points, que finalement sa théorie tombe à l'eau. Mais non, il ne tombera pas à l'eau. Sa théorie est correcte. Alors, toute sa méthode est basée sur le retour de la faim. Entre guillemets. Le retour de la faim ne revient plus. Non, moi je base mon jeûne, la surveillance de mon jeûne, pas sur le retour de la faim, mais sur le goût de la bouche. Avant je sentais l'haleine des gens, maintenant je préfère qu'ils me disent le goût qu'ils ressentent dans leur bouche, le matin au réveil, pas dans la journée, hein, parce que là, le soir ça disparaît.
Et, et puis la soif. Tant que les gens ont soif ou la bouche sèche, ça veut dire qu'ils éliminent. Et puis la balance m'indique beaucoup de choses très précieuses. Même si on boit un petit peu plus ou un petit peu moins, la balance ne tient pas compte. Mais si on boit 2 fois plus, alors là, ça change tout. C'est rare. J'ai des personnes qui, du jour au lendemain, comme ce jeune homme-là, qui s'appelle le Soul, du jour au lendemain, il a triplé la dose d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Il pensait que c'était mieux. Ben, la balance a accusé la différence. Hein. Il ne perdait plus de poids du tout. Hein. Le principal, c'est quoi? C'est la perte de poids? Apparemment, c'est important. Pour passer au demi-jeûne. Oui. Pour passer au demi-jeûne, j'entends personnellement que le poids se stabilise à 2 reprises. C'est tout. La troisième, je n'entends pas. Parce que j'ai fait l'expérience une fois de dépasser les 21 jours de jeûne, une dame qui était assez forte, qui est venue d'Alsace, quelque part de là-bas, et puis elle ne perdait pas de poids non plus, même que je la faisais 22, 23, 24 jours, elle ne perdait pas de poids, j'ai estimé que c'était une perte de temps. Le céréales provoque les cataractes. Les cataractes, ce n'est pas la cataracte, il ne faut pas mélanger les genres. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui, je ne sais pas ce que C'est pas facile. La cataracte, vous savez ce que c'est. Oui. On ne voit plus clair et puis on ne voit plus rien après quelque temps. Mais les catarrhes, ce sont ce qu'on se mouche, ce qui descend du nez lorsqu'on est enrhumé. Ah, Et il n'y a pas que ça. Les maladies catarrhales, la demoiselle vous expliquera, allez-y. Quelles sont les maladies catarrhales et qu'est-ce que c'est? On n'utilise pas beaucoup le terme. Enfin, c'est tout ce qui est du mucus qui sort. Oui, c'est tout ce qui est du mucus. Dans les bronches. Les mucosités. Quand vous toussez, il y a des gens qui crachent. Il y a parfois des catarrhes dans les organes sexuels. Il y a des catarrhes stomacaux dans l'estomac. Les catarrhes se mettent partout dans le corps. Ce sont des mucus. C'est blanc. Et quand ça devient jaune, c'est un peu plus grave. Ça veut dire qu'il y a du pus dedans. Comme dans la sinusite. Dans la sinusite, ça devient un peu plus jaune. Et parfois, c'est liquide complètement. C'est presque de l'eau. Et parfois, c'est très concentré. Il y a plusieurs sortes de catarrhes. Dans les rhumes. Hein? Comme dans les rhumes. Dans le rhume, parfois c'est très très liquide. Moi, si je m'enrhume un jour par an, c'est liquide, il n'y a rien dedans, c'est blanc. Mais dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans, quand je mangeais du pain, ben, le rhume durait 2-3 semaines, et c'était jaune, épais, ça durait longtemps. Vous me demandez s'il y a un rapport entre les hémorroïdes et la faiblesse cardiaque. En médecine, ils prennent un symptôme, ils prennent 2 symptômes et ils vous disent que le premier est la cause du second, ou vice-versa. Non, ils ont tous une cause commune. Un symptôme ne cause pas un autre symptôme, ça n'a aucun sens. Absolument aucun. Une maladie ne cause pas une autre maladie. Les hémorroïdes, quelle est la cause des hémorroïdes? Comme d'ailleurs des maladies cardiaques, etc. C'est lorsqu'on mange de travers, on mange des aliments qui ne sont pas indiqués. Ça, c'est la cause première. Je vous parle d'une façon très simplifiée. Hein. Si vous pensez aux causes mentales, ça fait, comme je l'ai dit hier, que 5% des cas. Hein. Ça se rajoute. Mais quelqu'un qui se nourrit correctement, les causes mentales ne le toucheront pas. Hein. Ne lui donneront ni hémorroïdes, ni rien. Alors, les hémorroïdes, lorsqu'on mange des aliments comme du pain, 3 fois par jour. Moi, quand j'étais jeune, j'en mangeais 5 fois par jour. Je pense que tous les étudiants mangent 5 fois par jour. Pain, brioche, sandwich, riz, macaroni, tout ça. Ben, les sous-produits de la digestion sont très acidifiants. C'est pas comme les fruits et les pommes de terre, qui sont alcalinisants. Alors, forcément, on devient constipé, parce que le pain constipe, le riz constipe, et comme les sous-produits sont très acidifiants, ça finit par acidifier tous les intestins sur toute leur longueur, et la seule chose qu'on peut voir, c'est l'autre bout, à l'anus. Alors là, ça brûle, il y a parfois du sang qui s'écoule, on a des problèmes de constipation, d'hémorroïdes, elles peuvent être externes, elles peuvent être internes, mais tout ça s'arrange avec un changement de régime ou un jeûne, ça s'arrange. Mais je vous fais remarquer qu'une personne qui a des hémorroïdes et qui jeûne, après le jeûne,
les hémorroïdes, il faut quand même plusieurs semaines avant qu'elles se résorbent et que l'acidité disparaisse. Après le jeûne, elles semblent s'aggraver, les hémorroïdes. Vous en avez des hémorroïdes? Non. Je sais pas. Non. Peut-être. Moi, je sais pas, ça m'a jamais gêné en tout cas. Non, ceux qui ont des hémorroïdes, ils savent ce qu'ils les ont. Hein, parce que pendant le jeûne, les intestins se reposent. Alors, forcément, après le jeûne, ils vont se fatiguer beaucoup pendant au moins 2 semaines. Donc, c'est une fatigue supplémentaire lorsqu'on a des hémorroïdes, ça s'aggrave après le jeûne. Et puis, ça se résout complètement après 1 mois, disons. 1 mois après avoir coupé le jeûne. Intéressant ça. Oui. Vous avez des hémorroïdes? Non, non. Oui, pour d'autres. J'ai eu un cas, le directeur de la DAS à Paris, qui était séropositif. Il y a 4 ans déjà de cela, il est venu faire une cure de jeûne et il avait des hémorroïdes. Je lui ai dit qu'il n'en jeûnait que 10 jours, il ne pouvait pas plus que ça. Je le voyais il peinait énormément, il était tendu, c'était pas possible de le faire jeûner 1 jour de plus, c'était pas possible. Alors lui aurait bien voulu, je lui ai dit non, vous ne pouvez pas, on voit bien. Alors, comme il avait des hémorroïdes, je lui ai dit que ça va s'aggraver pendant au moins 2-3 semaines. Et après, ça sera complètement résolu. Effectivement, je suis en contact avec lui depuis 4 ans. Il m'écrit, il me téléphone, 1 fois par mois, comme ça. Mais c'est fini, les hémorroïdes, c'est un souvenir du passé. Hein. Ça peut se résorber totalement. Oui, totalement, complètement. Mais il C'est a vrai qu'on abandonné entend pas. beaucoup de gens en parler. Hein. Oui. Ouais. Mais ça, c'est la cause principale. Ouais. Il a abandonné le pain, oui, sûrement. Hein. Une cause tout à fait secondaire, à mon avis, c'est la ptose. C'est la même chose que la hernie, comme la demoiselle vient de le dire. Alors dans ces cas-là, on aide un peu, à mon avis. Hein. On aide en faisant des exercices, les pieds en haut, la tête en bas, comme je le marque dans mon livre sur la hernie. Mais c'est tout ça après avoir changé de régime, après avoir jeûné. Hein. Bon, on ne commence pas par ça. On commence Donc par les varices aussi doivent disparaître, c'est pareil. Et les varices, elles disparaissent complètement si elles sont légères et qu'on change de régime et qu'on jeûne. Mais si elles sont très apparentes, Ouais. il faut faire les exercices et ça prend beaucoup plus. Ouais. Il est toujours séropositif si vous appelez tous les mois. Non? Il m'appelle tous les mois pour garder contact. De temps en temps, il fait 1, 2, 3 jours de jeûne, parfois 1 semaine. Il est toujours séropositif. Je l'ai défendu de faire des analyses, complètement. Comme à tous ceux que je soigne et qui ont le sida ou qui sont séropositifs, je leur défends de faire des analyses. Et comme je l'ai écrit dans mon livre, je l'aurai dans quelques jours, Seule la nature guérit le sida, et un article aussi qui n'a pas paru. Les analyses, c'est bidon. Elles ne valent rien. Les analyses pour la séropositivité, elles sont bidons. La preuve, c'est que il y a des personnes que je ne connais pas qui ont écrit des articles dans Biocontact, que j'ai repris dans ma revue, dans mon livre, et qui sont séropositives depuis 16 ans, qui ont refusé tous les médicaments. Elles ont passé à la télé d'ailleurs, et qui sont en parfaite santé. Moi je l'ai encore, je l'ai magnétoscopé ça. Et qui sont en parfaite santé. Alors, si elles sont en parfaite santé, c'est que les analyses ne valent rien. Elles sont complètement erronées. Ça ne tient pas debout, une analyse pareille, non. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans les analyses? Ils ne cherchent même pas le virus. Parce qu'ils ont écrit que l'analyse du virus coûterait des milliers de francs, ils ne le font pas. Ils cherchent les anticorps, les leucocytes, si le corps en a trop, ça veut dire qu'il est en mauvaise posture et tout ça. Ils cherchent midi à 14 heures, des conneries. Ouais, pour rester dans le domaine du sida, apparemment les homosexuels sont plus contaminés que les autres, Oui. disons. Oui, c'est vrai. Et moi j'ai entendu dire que, donc comme en général ils ont des rapports anaux, Oui. j'ai entendu dire que c'est le sperme lui-même qui attaque le système immunitaire du partenaire qui reçoit le sperme. Et donc je me demande est-ce que ça peut être une cause de l'immunodéficience. Le sperme, même si vous avez des rapports avec quelqu'un qui a le sida, il n'y a aucune contagion et le sperme n'attaque rien du tout et ce n'est pas une cause de contagion.
Oui, mais Absolument pas. je parle pas du sida, mais le sperme lui-même est cancérigène. Le sperme lui-même n'est pas cancérigène. Ça n'a aucun sens. Je ne l'ai jamais lu et si vous l'avez lu, c'est une grosse bêtise. Pourquoi on commence depuis le début? Vous avez dit que les homosexuels sont plus touchés que les autres. Ça, c'est vrai. Vous avez lu mon livre sur le Oui. sida. Quelle est la cause? Vous la comprenez? Vous l'avez comprise? Les antibiotiques. Hein? Les antibiotiques. Les antibiotiques. Et pourquoi les antibiotiques? Il faut expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de maladies sexuelles. Enfin, Oui. Parce que vous avez lu mon livre sur le sida, sans doute. ben, j'ai lu la petite brochure là, que je vous ai achetée Oui. la dernière fois. Oui, elle est tirée de mes livres. Les homosexuels, comme ils ont des centaines de partenaires chaque année, hein, ils finissent par attraper des maladies parasitaires, c'est-à-dire la gonorrhée, la chaude-pisse. Et le traitement moderne, actuel de la chaude-pisse, c'est de prendre des antibiotiques, en quelques jours, fini. Et ils recommencent. Alors ils ont au moins 3-4 cures par an, au bout de 4-5 ans, les antibiotiques les détruisent complètement. Voilà la cause. La cause, elle est indirecte. C'est pour ça, lorsqu'on dit porter des préservatifs, ça ne préserve pas contre le sida, mais ça préserve contre les maladies parasitaires vénériennes. Ça les préserve complètement. Et au moins, ils n'auront pas besoin d'aller chez le médecin se prendre des cures d'antibiotiques. Ça va diminuer beaucoup l'incidence du sida. Mais s'ils prennent des antibiotiques pour d'autres causes, ils finiront par avoir le sida. En dépit du préservatif. Le préservatif n'empêche pas le sida. Ils disent que c'est la seule prévention connue. C'est pas vrai. Donc c'est pas le sida qui se transmet finalement. Le sida n'est pas transmissible. Pas du tout. Même si on a un rapport avec quelqu'un qui a le sida, c'est pas transmissible. Prenez un cas très clair. Un type qui se drogue. Ben, il peut porter les préservatifs toute l'année. S'il n'arrive pas la drogue, il est fichu. Il aura le sida, il en crèvera. Le préservatif ne va pas l'empêcher d'avoir le sida et d'en crever. Et pareil pour un type qui prend des antibiotiques, s'il porte le préservatif toute l'année et qu'il prenne des antibiotiques pour d'autres raisons, parce qu'il n'aura pas de maladies vénériennes du moment qu'il porte le préservatif. Mais il y a des cas qui sont dans mon deuxième livre. Des gens qui prennent des antibiotiques très souvent. Ils finissent par attraper le sida et ils en crèvent. J'ai raconté en particulier une histoire qui est tirée de la revue Voici, vous connaissez cet hebdomadaire-là? L'un de mes lecteurs m'a envoyé, heureusement j'ai pas mal de lecteurs, chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, ils m'a envoyé la coupure. Elle est vieille de quelques années. On parle d'une fille qui a 13 ans et qui est morte de sida. Et sa mère pleure et dit elle est morte du sida, je ne sais pas pourquoi elle est morte. Et bon, par chance, ils ont raconté l'historique de sa santé à cette petite fille de 13 ans. Elle a commencé par avoir un petit accident de bicyclette. Antibiotique. 6 mois plus tard, bronchite. Antibiotique. 6 mois plus tard, grippe. Antibiotique. Il faut être aveugle pour ne pas lire tout ça. Mais moi, quand j'ai réfléchi à la cause du sida, mais j'ai mis 5 minutes pour trouver que c'était les antibiotiques. Et quand je fais des recherches un peu partout dans les livres, dans les journaux, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de médecins avant moi qui avaient découvert que c'était la cause. Bien avant moi, dans pas mal de revues, ils disent, mais les médecins, mais les antibiotiques, c'est certainement la cause parce que on les utilise manu larga, c'est-à-dire avec la main large. Mais la voix de ces médecins, elle est étouffée par la publicité, par tout le reste. Mais vous ne croyez pas à la possibilité qu'ils aient propagé le sida par une campagne de vaccination qui aux États-Unis? Vous me dites, est-ce que la campagne de vaccination ne peut pas propager le sida? Il y a le docteur Brouwer, qui a écrit, vous connaissez, qui a écrit un livre là-dessus. Il me l'a envoyé. Il a sorti un tas de statistiques pour montrer que là où il y a une campagne de vaccination, il y a un peu plus de sida.
la variole. Hein? Les campagnes de la variole. Les campagnes de la variole. Ça ne m'a pas convaincu. Je vais vous dire pourquoi. Pour que l'effet soit permanent, il faut que la cause soit permanente. Quand les gens se vaccinent, ils ne se vaccinent pas chaque année, ni tous les mois. Ils se vaccinent. Leur immunité tombe complètement. On a vacciné combien? 20 millions? L'immunité tombe complètement. Ils sont déjà des séropositifs, il y en aura par milliers, hein, parmi tous ces gens-là. Et comme une autre vaccination ne survient pas avant 1 an, 2 ans, 10 ans, hein, ils remontent, l'écrasante majorité remonte la pente et surmonte les difficultés. Il y a peut-être 1 pour 1000 qui n'arrive pas à remonter la pente. Je ne tiens pas compte, moi, de ce 1 pour 1000. Et comme ils surmontent toutes les difficultés, la vaccination ne peut pas être une cause. Non. Ce qui est une cause, même les antibiotiques, si vous faites une cure par an ou tous les 2-3 ans, ça ne peut pas être une cause. Il faut que la cause soit répétée tous les 4 mois, tous les 6 mois. Vous voyez? Il faut une destruction permanente, en fait, Quand du vous- système immunitaire, finalement. Il faut une destruction permanente. Je vais vous expliquer ça d'une façon plus claire avant de m'arrêter. Vous avez une bronchite, une personne a une bronchite, comme cette fille-là qui n'a jamais, à 13 ans, elle est morte du sida, elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Elle avait une bronchite, une cure d'antibiotiques. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est sa première cure, une bronchite. La cure d'antibiotiques, qui dure avec les médecins entre 10 et 15 jours, a détruit 5% de sa flore intestinale. Pas plus. 3 mois après, elle a un accident de vélo. Une autre cure d'antibiotiques, ça détruit encore 5%. 5 et 5, ça fait 10. Mais si vous répétez, ça finira par devenir 80%. Elle n'a plus de flore intestinale, elle est fichue complètement. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas une seule cure qui peut faire du mal, c'est répétition. Alors les vaccinations répétées, oui, mais où vous trouvez des vaccinations répétées? Ça n'existe jamais, nulle part. Évidemment, il a écrit le livre. Moi, je lui ai donné mes arguments au docteur Brouwer. Mais lorsqu'on a écrit un livre, on ne change pas d'avis. L'ouvrage a été imprimé en plusieurs éditions. Fini, à mon avis. Il faut être vraiment un chercheur et très intègre intellectuellement pour dire je me suis trompé. Il ne dira pas qu'il s'est trompé après avoir écrit le livre sur 3 éditions. Non. Les anesthésiques, c'est la même histoire. Vous avez une opération, ça vous casse, ça vous détruit la flore intestinale, mais une opération, ça ne suffit pas. Il en faut 3 par an pour que l'anesthésique puisse vous démolir complètement. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu Oui, vous en avez eu beaucoup, vous. 2 cures d'antibiotiques, Oui. Vous n'êtes pas l'une après séropositif. l'autre. Non. Mais ça m'étonne, parce que L'une après vous l'autre, continuez, vous le serez. après anesthésie locale, juste Oui. après anesthésie générale. Vous remarquez, la locale, c'est minime. Ça ne compte presque pas. Et puis, les transfusions, pareil. Une transfusion, ça ne suffit pas pour détruire la flore intestinale. Il en faut beaucoup. Et vous savez qui prend beaucoup de transfusions sanguines? Les hémophiles. Et c'est ce qu'on considère, il y a... Hein? C'est ce qu'on considère, on a accusé de sang contaminé. Ils accusent le sang contaminé, mais même si le sang n'est pas contaminé, ils finiront par avoir le sida. Parce que 30 transfusions sanguines, ils en font tous les 3 mois. Une trentaine de transfusions au bout de 5-10 ans, c'est foutu. Même si le sang est chauffé, même si le sang est pur, non. D'ailleurs, ils l'ont écrit durant ce procès-là du sang contaminé de Laurent Fabius. La plupart des commentateurs, ils ont terminé leur article, après avoir raconté un tas de conneries, ils ont terminé, ils disent, il n'y a pas de sang à 100% sûr, qu'il soit contaminé ou pas contaminé. Ben, ça résume tout, ça. S'il n'y a pas de sang sûr, de sang qui soit à 100% sûr, ben, le problème est là. C'est que la transfusion n'est pas valable. Bon. Un fragment du livre L'homme, le singe et
le paradis par de la violence. Alors ici nous voyons le tableau qui classe les aliments par classement hygiéniste ou pas hygiéniste, c'est-à-dire avec trop de protéines. Donc H c'est hygiéniste, la contenance en eau, en protéines, et les remarques. Donc tout ce qui est légumes, c'est parti en régime hygiéniste. Donc très bon sur la santé. Ah, faire attention à l'ail, ça déconne. Le cuir c'est pas mauvais apparemment. Les oignons, oui, c'est bon. Oui, ici on voit que les bananes, il faut absolument qu'elles soient cuites, passer au four, en tout cas très mûres. Ici, c'est une nouvelle. Tout ça, c'est mignon, c'est tout. Dans son protéine. Attention aux olives. Beaucoup de protéines, mangez peu. Les traitements aussi qu'elles subissent en général. Les prunes, apparemment, acides.
Ensuite à la prochaine page. Alors le miel, faites faire attention, ça détruit les globules rouges avec un pH de 4,5. Alors il paraît que les fromages cuits sont moins nocifs que les autres. C'est à voir. Donc les protéines rendent agressifs et posent des tas de problèmes comme le cancer et ça fait beaucoup d'infections comme du pus et des choses comme ça. Donc pour finir un petit peu ce tableau, donc les gens bien portants, 70% de fruits et 30% de légumes, les mal portants, le contraire. 30% c'est beaucoup. Bon, on fait ce qu'on veut. Alors là il y a un petit sujet très intéressant. Ce sera le dernier, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Alors, pureté et extase. Tiens. Alors ça a toujours un peu rapport avec les excitations, la nervosité, la sexualité. Ce qu'il dit ici en général, c'est que les femmes en ont moins envie que l'homme. Bon, passons. Voici l'avant-dernière page. Alors, apparemment les céréales trop concentrées donnent un petit peu, c'est un peu trop aphrodisiaque et puis l'homme s'excite un peu trop et perd beaucoup de semences séminales, c'est-à-dire une goutte de sperme correspond à peu près 60 gouttes, 6 gouttes de sperme, 60 gouttes de sang. Il paraît que dans la nature, ils en jettent un peu moins à chaque fois. Donc utilité, peut-être perdre moins et faire plus souvent. C'est à voir. Ça demande d'être vérifié. Vous inquiétez, combien de pages je vais avoir? C'est la dernière. Alors, il est bien Starb à 45 degrés. Je me demande quelle était la force du vent quand il est né. J'ai jamais essayé moi 45 degrés. Faudra que j'essaye. Ah, le péché originel. Et hop, c'est fini. Par la nature du nouveau-né.
jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans. Et ils ont dans leur estomac une enzyme qui s'appelle la rénine, qui peut le cailler. Mais vers l'âge de 5-6 ans, elle commence à s'atrophier et ils ne peuvent plus le cailler. Donc, après 5-6 ans, il faut arrêter le lait et tous les laitages, surtout le fromage. Moi, je tolère le yaourt comme une simple tolérance. Hein. Parce qu'il est dilué, il n'est pas concentré, et il est déjà caillé. On l'a caillé artificiellement avant de le manger. Le fromage blanc aussi, c'est caillé. Oui, mais c'est trop. Le fromage blanc est caillé aussi, vous dites, mais c'est trop concentré. D'accord, ok. Trop concentré. Non, tous les fromages, je les exclus, c'est fini, il n'est plus question. Les gens qui boivent du lait après l'âge de 6-7 ans, ils ont des selles blanches, claires. Beaucoup de gaz, beaucoup de putréfaction, et ça finit par attaquer le foie. Et on a des ennuis de ce côté-là. Le lait... Ça fait pas de rhume Le lait, il n'y a pas à mon avis, le lait ne provoque pas un rhume. La cause des rhumes, d'après mon expérience et mes observations, c'est uniquement les céréales. Uniquement. Pas le lait. Le lait, ça cause l'infection. Des boutons alors Hein? Des boutons sur la Des peau. boutons, de la fièvre, les maladies de foie, etc. Si c'est pas digéré, comment ça peut causer l'infection? Le lait tout seul. Vous me dites si le lait n'est pas digéré, comment peut-il causer l'infection? Tout ce qui n'est pas digéré se putréfie, pourrit dans le corps. Et quels sont les sous-produits de la putréfaction? Vous connaissez? La fermentation du lait, les sous-produits. Bah, Les sous-produits de la putréfaction, c'est des poisons, indole, scatol, et il y a une petite série. Hein. Alors là, en attendant que le corps arrive à les rejeter par les intestins ou... Alors ils sont absorbés un petit peu, ils entrent dans la circulation et ils empoisonnent l'organisme. Hein. Le corps ne rejette pas ça d'un seul coup, il faut 24 heures, parfois 2-3 jours pour rejeter les sels. Et entre-temps, ils sont absorbés par les intestins et ils empoisonnent le corps. Alors, la putréfaction concerne les aliments azotés, c'est une pourriture, et la fermentation, les aliments pas azotés, d'amener les gens à suivre notre régime. oui. Alors, j'aime bien les compromis, mais qui ne sont pas nocifs. C'est pour ça que j'accepte le yaourt. Hein. Théoriquement, il doit avoir des méfaits, puisqu'il n'est pas destiné à nous. Mais comme on le caille à l'extérieur, et puis il est dilué, alors non. Mais les fromages, non. Ça, il n'est pas... Alors là, les fromages, c'est bon pour les ballonnements. Hein. C'est bon pour les sels clairs, jaune clair ou blanchâtre. Non, pas de fromage en aucun cas. Même la plus petite quantité. Hein. Même le gruyère comme- Même le gruyère, même le blanc, même si vous me dites un petit dé, je n'accepte pas. Parce qu'un petit dé va entraîner une grande dose, une forte dose. Parce qu'avant, vous conseillez 40 grammes par jour. Avant, je conseillais beaucoup de choses, mais j'en suis revenu. Hein. J'ai eu le temps d'évoluer depuis 40 ans, C'est croyez-moi. quel dernier bouquin qui parle de vos dernières idées là? Mais tout ce qui est en bas, mes anciennes idées étaient dans les 2 livres orange. C'est tout. Et tous les autres, c'est du nouveau. Hein. Absolument tous. Tous. Le yaourt, ça fait rien qu'il soit au lait entier ou au lait crevé. Je m'en fous, c'est un détail sans fous. importance. C'est un détail sans importance. C'est ce que je Que pensais le yaourt aussi. soit mais- au lait entier ou Oui, pas, oui. ça n'a pas d'importance. D'accord. Vous en consommez du yaourt? Elle me demande si je consomme du yaourt. Alors maintenant, il y a une nouveauté qui s'est introduite dans mes conceptions, c'est que je donne la préférence au yaourt au soja. J'aime bien. Ouais. Parce que l'autre, quand je prends 2 yaourts, d'accord, je mange 3, ça me ballonne. Yaourt au soja, si je mange 3, même 4, ça ne me ballonne pas. Donc il est plus facile à digérer. D'ailleurs, il y a moins de protéines, moins de... Oui. Mais c'est fait avec des graines de soja ou des pousses de soja? Le yaourt au soja, on vend dans les magasins, ça s'appelle du lait de soja, c'est Ouais, pas du lait. c'est ça. Mais c'est de la poudre de soja diluée dans de l'eau. C'est tout. Il y a 30% de protéines dans la graine de soja, non? Dans le soja, il y a même 49% de protéines, mais dans cette poudre-là, il y a si peu de... C'est de l'eau, hein. Il y a 2,5% de protéines. Il y a moins que dans le lait. De bò gất
C'est dilué, c'est très Ils dilué. ajoutent souvent un petit peu de pomme pour que ça ait... Les intestins sont pleins d'encrassés, il y a des saloperies là-dedans, et il y a même des choses vieilles d'un mois. Alors on a avantage à balayer les intestins, et le meilleur balai c'est les pommes. Alors comme je viens de vous le signaler, dans ma revue, j'ai reçu plusieurs lettres que j'ai publiées au fur et à mesure. Moi, je suis là parce que... Tiens, Chouette. alors moi, je m'appelle Patrick. Mon histoire commence en faisant vaccinant contre la typhoïde. Il faut serrer après. Bah, Bon, alors, je m'appelle Patrick. Mon histoire commence en faisant vaccinant contre la typhoïde en Inde. Avant d'aller en Inde, pardon. Donc je recommence. Bon, je m'appelle... Non, c'est bon, je couperai. En faisant vacciner, Ok. Bon, je m'appelle Patrick. Mon histoire commence... Qu'est-ce que t'as dit? En faisant vacciner. En me faisant vacciner. Bon. Bon, je m'appelle Patrick. vas-y, c'est bon cette fois-ci. Je m'appelle Patrick. Mon histoire commence en me faisant vacciner avant d'aller en Asie du Sud-Est. Et quand j'étais en Inde, j'étais là-bas tout le temps en diarrhée. Et quand je suis revenu, j'ai eu une fièvre typhoïde. Donc avec 2 sortes d'antibiotiques. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Après, j'ai eu une anesthésie locale pour visiter le côlon. Et après, une anesthésie générale pour mettre un tuyau dans la bouche et voir ce qu'il y avait dans l'estomac. Et 2 jours après, j'ai développé une soi-disant spondylarthrite. C'est-à-dire que j'avais pratiquement tous les épaules, le genou, Les articulations. toutes les articulations étaient un petit peu paralysées. Et donc, pendant 1 mois et demi, ils m'ont donné des médicaments sans savoir trop ce que j'avais. Et au bout d'1 mois et demi, ils ont découvert que c'était une spondylarthrite ankylosante et je me suis fait traiter pendant 4 ans aux anti-inflammatoires. Et donc, comme la maladie ne partait pas tout le temps, donc comme la maladie ne partait pas, donc j'ai décidé d'entreprendre quelque chose d'autre et comme j'avais des bases d'instinctothérapie, donc je croyais beaucoup à l'alimentation, la technique qui évoluait, c'était le jeûne qui tenait compte de l'alimentation, puisque quand on jeûne, on ne mange pas, donc c'est en tenir compte. Et donc, après réflexion, je suis venu ici un petit peu hésitant, en me disant que si je viens là, c'est quand même bizarre de guérir alors qu'on ne mange pas, on n'a pas de vitamines, on n'a pas d'oligo-éléments, donc c'est bizarre. Donc je suis venu quand même, et j'ai été surpris dès le 2e ou 3e jour de ne pas avoir plus de faim que ça, et j'ai supporté, j'ai fait un jeûne de 2 semaines, et le soir je me réveillais toutes les heures pour boire de l'eau, je buvais à peu près 2 litres d'eau et uriner en même temps. Et au bout de 2 semaines, mes réserves s'épuisaient, donc parce que je ne perdais plus de poids. Et là, on a décidé d'interrompre le jeûne avec M. Mossieri, parce que quand il n'y a pas de perte de poids, normalement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'élimination. Mon urine, qui était assez acide, avec un pH 4,5 à 5, était devenue pratiquement à 7, c'est-à-dire un pH normal, donc l'élimination s'était énormément ralentie. Alors on a relancé l'élimination par un demi-jeûne. Et donc pendant ce jeûne-là, j'ai eu quelques petits maux de tête, les genoux qui chauffaient, mais pas trop de désintoxication propre par rapport à ma spondylarthrite, simplement beaucoup d'acide dans les urines. Et à la relance du demi-jeûne, au bout du 3e jour, j'ai eu mes vieux symptômes que j'ai ressentis au pied il y a 4 ans, que je n'ai pas ressenti depuis, c'est-à-dire une douleur carrément dans l'os du talon d'Achille, du pied gauche, alors que cette douleur-là, il y a 4 ans que je ne la sentais pas. Donc c'est-à-dire que mon corps est en train de désintoxiquer. Et le soir même, j'ai vu dans l'urine qu'il y avait des petits morceaux de peau, donc c'est certainement les reins qui avaient un travail
plus urgent à faire que ma spondylarthrite ou que mon arthrite. Donc le corps il procède par étapes et par urgence. Donc si les reins ont des problèmes à cause des anti-inflammatoires, si j'ai été attaqué par les anti-inflammatoires pendant 4 ans, les reins ils subissent beaucoup. Donc le corps, avant d'aller attaquer pas les calculs, Les cristaux. ouais, avant d'aller attaquer les cristaux sur les articulations qui provoquent l'arthrite, il nettoie avant les reins. Et donc ces derniers jours aussi, j'ai senti comme une petite, pas inflammation à la poitrine, mais comme un petit bourdonnement léger, puis ça s'en va. Un autre truc bizarre, c'est que depuis longtemps, je ne sentais rien à mon pied droit, et là, c'est revenu une petite douleur, donc c'est que ça travaille, ça désintoxique. Donc, moi qui rêvais depuis 2-3 semaines de faire des recettes de cuisine, etc. Donc, comme je vois qu'il y a de la désintoxication, je vais poursuivre le demi-jeûne pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à ce que j'arrive à dormir correctement le soir, c'est-à-dire ne pas avoir soif tout le temps, et ne pas uriner toutes les heures, ce qui voudra dire que la désintoxication est terminée, quoi. Donc tu prends des vacances pendant 2 ou 3 semaines. Voilà, donc je sors d'ici, ou 3 semaines, et je vais encore prendre 2 semaines de repos. Et ce qui est très important pendant le demi-jeûne, il faut surtout se reposer jusqu'à midi, quoi. Rester au lit jusqu'à midi, parce que la désintoxication, moi j'ai vérifié que ça se fait plutôt entre minuit et 1h du matin jusqu'à 11h à midi, quoi. Et donc c'est là où on ressent les symptômes, et donc ces petites peaux dans l'urine, c'est à peu près à cette heure-là qu'elles arrivent. Donc je suis très content de mon jeûne, et en outre j'ai appris beaucoup de choses sur les origines des maladies et toute cette mafia médicale qui est autour de nous et qui ne donne que des médicaments empoisonnants, et plus c'est empoisonnant, plus les symptômes disparaissent, parce que les symptômes, c'est une désintoxication, c'est pas une maladie au sens Bonjour, je m'appelle Rolande. J'ai découvert donc au mois de septembre que j'avais une grosseur au sein. J'ai été voir un médecin, mon médecin habituel, médecin homéopathe, qui m'a dit que c'était certainement une mastose. Il m'a soigné donc pendant 3 mois avec un traitement homéopathique. Ça n'a pas disparu ni changé, au contraire, ça s'est un petit peu aggravé. C'est du qui? Alors il a commencé un traitement un peu plus costaud. Et au bout de 2 mois, toujours rien. Donc il en a conclu que ça devait être beaucoup plus grave. J'ai fait faire des analyses dans un laboratoire de cancérologie à Paris spécialisé, médecine naturelle, une échographie, et le résultat était, selon la formule médicale, une tumeur cancéreuse. Là j'ai commencé... Quelle taille? 7 cm sur 5,5 sur 2,5, plus 3 petits nodules. Alors j'ai commencé pendant une quinzaine de jours, 3 semaines en tout, 3 semaines, un traitement homéopathique à base de piqûres, notamment, surtout de piqûres de gui et d'oligo-éléments. Ça se plaçait à quel niveau? Au sein? Donc des piqûres de gui intramusculaires, et des piqûres d'une autre plante dont je ne me souviens plus le nom, sous-cutanée, donc dans le ventre. Et au bout de 3 semaines, la tumeur avait diminué de 1,5 cm. Elle n'était plus que de 5,5 au lieu de 7. Et les 3 nodules avaient disparu. Mais j'avais fait aussi un régime alimentaire assez strict, mais le médecin en a conclu que c'était insuffisant. Vu la grosseur de la tumeur et vu le danger que ça pouvait représenter, il valait mieux que je fasse quelque chose qui soit plus rapide et plus efficace, c'est-à-dire un jeûne. Donc je suis venue chez M. Mosseri, après réflexion, parce que j'étais quand même assez angoissée, parce que j'avais par le jeûne. Et là, quand je suis venue, au bout de 2 jours, ça allait déjà beaucoup mieux, parce qu'on est dans une situation telle qu'on est coupé du monde et de tous les... Donc tu as fait une préparation avant? Voilà, j'ai fait une préparation, oui. J'avais fait un petit jeûne, un demi-jeûne, un peu avec des jus de fruits et de légumes et des bouillons.
Et puis j'ai fait une préparation de 5 jours selon le régime Mosseri. Et quand je suis venue, j'ai jeûné 16 jours. Et au bout de 16 jours, je sentais que j'avais épuisé mes réserves, ça se voyait un peu au poids qui se maintenait, donc j'ai commencé le demi-jeûne. 16 jours en buvant seulement, c'est ça? En buvant seulement de l'eau. Un vrai jeûne, quoi. Rien manger. Et J'ai pas eu faim. Et garder le maximum de temps le lit. Oui, je suis restée presque tout le temps au lit. Une fois je suis sortie, mais après c'était plus tellement possible, on était assez fatigués. Bon, je me levais quand même un peu, mais pas beaucoup, quoi. Et je dormais pas tellement. Les jeûneurs souvent dorment très peu. C'est au niveau du demi-jeûne que j'ai mieux dormi. Et la tumeur a diminué pendant le Il jeûne? semblerait qu'elle ait diminué, oui. L'ensemble en tous les cas, parce que la tumeur c'était un noyau très particulier dans un ensemble un peu ossifié. Donc l'ensemble a l'air d'avoir diminué. Oui. Ok, et au bout de 15 jours, t'as craqué, c'est ça? Au bout de 16 jours, 16 jours? j'ai pas craqué, j'ai senti que j'avais plus de réserve, que j'en pouvais plus, que je m'épuisais moralement, psychologiquement, parce que j'avais l'impression que physiquement mon corps n'en pouvait plus. Donc j'ai peut-être arrêté le jeûne 1 ou 2 jours avant la date à laquelle M. Mosseri l'aurait arrêté, mais... Et t'as commencé à sentir un picotement au sein, là où il y Oui. avait la tumeur, à partir Oui. de quel jour de... Eh bien, pendant la première période de stabilisation, c'est-à-dire au bout de 7 jours, à partir du 8e jour, et pendant la 2e, c'est-à-dire le moment où je perdais plus de poids. Donc où j'éliminais plus les graisses, puisque j'avais une surcharge pondérale que j'ai en partie éliminée. Et depuis, je sens par intermittence, mais pas très très fort. Donc, Donc ça risque de disparaître, mais comme il m'avait dit, M. Mosseri, ça disparaîtra peut-être pas à la fin, ça serait étonnant, à la fin du jeûne et du demi-jeûne chez moi, il y a de fortes chances que ça disparaisse dans un mois. ok. Donc tu continues le demi-jeûne chez toi? Oui, je vais continuer le demi-jeûne chez moi pendant au moins 8 à 15 jours, peut-être un peu plus si je peux. Ok. Voilà. Et après, évidemment, régime hygiéniste, l'alerte a été trop chaude Ah, pour que je fasse autre chose. Donc si c'était une expérience à recommencer, tu le ferais? Ah oui, ah oui, oui. Mais on ne le fait que dans l'urgence, c'est dommage. Ok, C'est merci. dommage. Merci. Et une question, alors, est-ce que tu as eu très faim pendant le jeûne ou tu n'as bu que de l'eau? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as pas souffert? Non, non. D'ailleurs, avec ma voisine de chambre, on était capable de lire des recettes de cuisine sans que ça nous mette forcément l'eau à la bouche. Non, j'avais pas faim. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas faim. Et c'était pas seulement le cerveau qui disait ça. Le corps n'avait pas faim. Il était au repos. Et pendant le demi-jeûne, en fait, ce que je mange me suffit. Je trouve que ça a été peut-être ce qui m'a semblé le plus étonnant. C'est que le corps puisse survivre sans épuisement total, uniquement avec ses réserves. Sans qu'on éprouve une faim délirante. Et au début, t'as pas eu faim non plus? Non, j'ai jamais eu faim. Ok, merci. Vas-y. Ok. Prénom? Bonjour, je m'appelle Cynthiana. Je suis venue essentiellement pour un problème de sinusite chronique qui dure depuis 3 ans environ. Plus des troubles des règles en fait, mais ça on va dire c'est annexe, ça ne me dérangeait pas spécialement. Donc comment je souffrais, c'est une espèce de barre qui se positionnait un peu sur l'arête du nez essentiellement, et donc pas au niveau du front, ce qui est le plus courant. Donc je suis allée voir pas mal de médecins. Alors au début un ORL, un autre ORL, j'ai dû voir un généraliste. Bon, on m'a fait des radios, on m'a regardé le nez de tous les côtés. Bon, ils n'ont rien vu, évidemment. Le généraliste m'a même conseillé d'aller voir un psychiatre. Il faisait très plaisir. Sinon, après, je me suis tournée un peu, je me suis dit, bon, je vais aller voir un homéopathe qu'on connaissait. Un homéopathe plus qui était aussi généraliste, qui était aussi kinésiologue. Alors, qui m'a donné des petites pilules qui n'ont absolument rien fait du tout. Et en fin de compte, je suis allée voir un ostéopathe aussi, qui était aussi médecin. Et donc, j'ai eu 3 séances, il m'a redressé plus ou moins les os du crâne. Bon, ça n'a pas fait grand-chose non plus. Donc, j'étais un peu découragée, je savais plus quoi faire, je me suis résignée, je me suis dit, bon, j'aurai ça toute ma vie, et puis c'est tout. Ça fait très mal? Ça fait très mal, non, parce que c'est quelque chose de chronique, donc ça fait mal. C'est assez constant pendant la journée, ça augmente quand même du matin au soir. Et puis il y a des fois où
où tu es tellement assommé qu'il faut que tu te couches l'après-midi, enfin. Et ça arrivait de plus en plus souvent, en plus. Ça s'aggravait, quoi. Un peu. Ça s'aggravait. Je sais pas si ça s'aggravait, ça dépendait comment je dormais, enfin ça dépendait de beaucoup de choses. Mais je me doutais pas que ça dépendait de l'alimentation. Donc bon, j'ai lu des livres de Monsieur Mosseri. Et je me suis dit, bon, ben, au début, je pensais pas du tout faire du jeûne en fait. Je pensais pas que c'était pour moi, je voyais pas le rapport. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, de toute manière, il me reste plus que ça à faire. Donc je me suis lancée. J'ai fait un mois de préparation, pendant laquelle en fait ça s'est empiré. Qu'est-ce que tu mangeais pendant ce temps-là? Qu'est-ce que je mangeais? Oui. Bah, hygiéniste. Oui, mais quoi particulièrement? Tu peux te donner un détail? Particulièrement, beaucoup de patates en fait, parce que j'aimais le pain, donc il fallait bien compenser ça. Des bananes. Bon, puis sinon les fruits, hein, normalement. Des bananes cuites? Oui, oui, cuites. Cuites, mais je mangeais beaucoup et pourtant j'ai quand même maigri. Fruits et légumes alors. Oui, oui, fruits et légumes. Crus ou cuits? Les fruits et les légumes en général crus, sauf les patates. Okay. Les fruits le matin ou le soir ou en même temps? Les fruits le matin et au goûter. Mais j'ai mangé de moins en moins jusqu'au jeûne, en fait, j'avais de moins en moins envie de manger. Donc c'était pas du tout dur d'arrêter de manger. Tu te sentais plus faible, non? Oui. Oui, beaucoup plus faible, j'avais besoin de dormir beaucoup plus. Enfin bon, tout le monde pensait que c'était la déchéance, parce que c'était pire, au lieu d'être mieux. Bon, à part si j'avais de l'acné, puis ça c'est parti. Enfin, je voyais une nette amélioration, mais par contre pour la sinusite, c'était pas mieux. Loin de là. Donc pendant le jeûne, j'ai eu quand même beaucoup de soulagement pour la sinusite, mais ça s'est empiré après depuis que j'ai repris le demi-jeûne. Et j'ai des sensations que j'ai jamais eues avant le jeûne. Un espèce de serrement en étau, vraiment assez violent, et ça dure tous les soirs environ, depuis une semaine. Enfin, pas tout à fait. Ça disparaît dans la journée? Le matin, ça y est pas, ça réapparaît au bout de 1 heure à peu près après le réveil, et ça disparaît en fait dès que je commence à m'agiter un peu. Mais quand je suis au repos, souvent ça réapparaît. Ou quand je fais quelque chose qui me demande de la concentration, genre lire beaucoup, ou même la broderie, au bout d'un moment. Et pendant le jeûne, t'as eu faim? Non. Non, sauf des fois le soir quand je sentais les odeurs des aliments que faisaient cuire les autres, Mosseri et puis Eric. Ou non, sinon, bon, en regardant des fois des recettes, ça me faisait envie, mais franchement, j'ai jamais eu la faim. T'as eu des douleurs particulières de désintoxication? Pas pendant le jeûne, à part, bon, ça me faisait mal normalement, ou de moins en moins même. Mais sinon, pendant le demi-jeûne, j'ai eu une mini varicelle. Voilà, là, elle y est encore, mais ça, c'était à son paroxysme pendant 2 jours environ. Ça gratte beaucoup, ça fait un peu peur parce que ça couvre tout le dos, c'est des éruptions bizarres. Il faut laisser passer. Et l'acné que tu avais pendant le demi-jeûne, tu l'avais avant aussi? Sur le visage? Non, non, l'acné, je l'avais beaucoup plus avant de commencer le régime. Ça a diminué beaucoup, je trouve, pendant la préparation, encore plus pendant le jeûne, et là, c'est de mieux en mieux. Et bon, encore une dernière chose, j'avais d'énormes amygdales qui étaient bourrées de pus, j'étais inquiète, je suis allée voir un oréal qui me dit que c'est pas grave, que ça me faisait rien, donc il fallait que je laisse. Et là, elles ont pratiquement disparu, j'ai plus du tout d'amygdales. Alors je sais pas si, ça me semble bizarre, mais je suis contente. Les amygdales? Oui, bah oui, parce que en général, s'il y a du pus, si le pus disparaît, c'est un peu le même phénomène que pour l'acné. Ça prouve que c'est la santé qui revient en fait. Je pense. Oui, il y a l'élimination qui s'est faite en fait. Hein. Oui. Mais pendant le demi-jeûne, pendant la soirée, t'as comme un étau sur le nez. Est-ce que tu trouves positif ou négatif d'avoir ça? Je trouve ça positif parce que s'il n'y avait pas eu de changement, là je me serais inquiétée. Je me serais dit que ça aurait rien fait. Mais là ça a un effet. Et le fait que ça s'empire, souvent quand ça passe du chronique à l'aigu, ça s'empire. Et après une crise d'aigu, mais je sais pas combien de temps ça dure, ça disparaît complètement. Donc j'ai bon espoir, mais... Donc t'es contente que ça t'embête, quoi?
suis contente, oui, Voilà. on peut le dire. Bon. Sinon, tu regrettes pas cette expérience pour l'instant? Ah non, non. Non, et j'ai l'intention de la continuer. Peut-être un autre jeune si c'est nécessaire. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu fais comme profession? Bah, j'étais étudiante en médecine jusqu'en mi-février, j'ai eu mes examens. Et puis là, je me pose la question de ce que je vais faire. Là, je vais encore avoir une période de demi-jeûne. Après, soit je reprends les cours, soit si ça va pas, si j'ai besoin de plus me reposer, bah, je laisse tomber au moins pour cette année. L'année prochaine, je sais pas trop, mais j'hésite entre continuer avoir ma 3e année. J'ai pas envie de continuer pour l'instant le reste, parce que ça fait encore 6 ans minimum. J'ai envie de suivre des cours d'hygiénisme aux États-Unis, mais je sais pas.